Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour à vous qui regardez ce nouvel épisode de City Mag, votre magazine qui met en valeur nos communes et nos régions. Alors, il y a des régions qui portent à elles seules une grande part de l'âme d'un pays. Le Béquet en est une. Carrefour historique du centre ivoirien, terre du peuple baoulé et de ses grandes dynasties, elle a vu naître des traditions que le temps n'a pas réussi à effacer. C'est cette région qui navigue entre héritage culturel, artisanat et modernisme que nous vous proposons d'explorer. Notre City Tour nous conduira au village de Tanou Sakassou, où les mains expertes des potières façonnent la terre depuis des générations. Nous irons ensuite au contact des populations pour une interview express, pas tout à fait comme les autres. Cette fois, les populations seront mises à l'épreuve à travers un petit jeu de connaissances sur la géographie et les richesses de leur région. Le City Plus, lui, vous plongera dans l'univers du Goli, cette danse masquée héritée des ancêtres, véritable pilier de la culture baoulée. Et parce qu'une région se comprend aussi par le biais de ceux qui la dirigent, notre City Meet vous fera voyager à travers le Béquet aux côtés de M. Jacques Assaoré-Conan, président du conseil régional de Béquet. Nous l'avons suivi sur le terrain avant de recueillir sa vision en interview. Un programme qui s'annonce riche et que nous démarrons sans plus attendre avec la présentation de la région. Située au cœur de la Côte d'Ivoire, à environ 330 km d'Abidjan, la région de Béquet s'étend sur une superficie de 8 926 km². Elle est limitée au nord par la région du Hambol, à l'est par la région de l'Ifou, au sud par la région du Bélier et à l'ouest par les régions du Béré et de la Maraoué. Composée de 4 départements que sont Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro, la région compte 8 communes, 20 sous-préfectures et environ 600 villages. Sa population est estimée à près de 1,46 million d'habitants en 2025, avec une densité moyenne d'environ 160 habitants au kilomètre carré. Véritable carrefour géographique et économique du pays, le Béquet constitue aujourd'hui l'un des principaux pôles de développement de la Côte d'Ivoire. La région est profondément marquée par l'histoire et les traditions du peuple baoulé. Les forêts sacrées, les tombes des rois et les nombreuses cérémonies traditionnelles témoignent encore aujourd'hui de cet héritage séculaire. Vous savez que à la fin du XVIIe siècle, il y a eu pas mal de conflits à l'intérieur du Ghana. Et ces conflits-là ont provoqué une vague, une série d'immigration. C'est donc cette première partie-là que je voulais vous dire. Voilà. Donc nous, à Botro, la terre des Satikran, c'est des Satikran à l'Angra. Vous savez, le peuple baoulé, ils sont organisés en fonction de nos rites traditionnels. Quand on regarde cette organisation, elle est un peu pyramidale. C'est-à-dire, il y a le nana, le chef canton en ce qui nous concerne, qui est au-dessus. Et en dessous, il y a les chefs de village. Bon, mais déjà autour du roi, il y a un certain nombre de notables qui l'aident au quotidien à régler les problèmes du canton. Au niveau des villages également, le chef de village, il a des notables également qui viennent
au quotidien, participer aux différentes délibérations qu'il y a. Bon, après, il y a la population. Alors, la remarque à ce niveau, c'est que les Baoulés, avec les vagues successives qui sont arrivées, ont adopté un caractère d'indépendance. C'est-à-dire chaque peuple qui arrive vient avec ses rites, sa façon de gouverner, etc., etc. Mais aujourd'hui, d'apparence, les Baoulés sont unis. Ça, c'est le fait d'une confédération qui a été créée par nos aïeux afin de regrouper tous les Baoulés. Voilà. Donc c'est un peu l'organisation. Et au niveau donc de ce regroupement, bien entendu, il y a un roi. Grâce à sa position stratégique au centre du territoire national, la région joue un rôle majeur dans les échanges commerciaux entre le nord, le sud, l'est et l'ouest du pays. La région dispose d'infrastructures importantes dans les domaines de l'éducation, de la santé, des télécommunications et des transports. Le Béquet compte en effet 410 établissements primaires, 25 établissements secondaires, 20 grandes écoles, 6 universités privées et une université publique. On y retrouve également plusieurs infrastructures sanitaires, dont un centre hospitalier universitaire, CHU, un centre hospitalier régional, des hôpitaux généraux, ainsi qu'un important réseau de centres de santé. Le développement urbain et économique du Béquet est soutenu par de nombreux projets d'infrastructures, notamment l'électrification des localités rurales, l'amélioration du réseau routier et le développement de nouvelles zones industrielles. Le développement économique du Béquet repose principalement sur l'agriculture. Les populations pratiquent la culture du cacao, du café, du coton et surtout de l'anacarde, dont la région est l'un des principaux bassins de production du pays. Les cultures vivrières occupent également une place importante avec l'igname, le manioc, le riz et les cultures maraîchères. Le Béquet est également une terre de culture et de tourisme. Chaque année, la fête de Pâques, dite Paquinou, rassemble des milliers de personnes venues célébrer les retrouvailles familiales, les traditions baoulées et les valeurs de solidarité. Les visiteurs peuvent y découvrir des danses traditionnelles, des chants, des contes et diverses manifestations culturelles. La célèbre danse du Goli, héritée du peuple Ouan, puis adoptée par les Baoulés au début du XXe siècle, demeure l'une des expressions culturelles les plus emblématiques de la région. Il y a d'autres danses encore, comme la Yéméri, la Jos et autres. À Boaké ici, et je précise, chaque même village a une danse. À Boaké ici, chaque village a une danse. Le Yéméri, c'est une danse de Sakassou, qui est à Sakassou. La Yéméri, la Jos aussi à Sakassou. Le patrimoine touristique du Béquet comprend notamment la forêt sacrée de Sakassou, les tombes des rois baoulés, les villages traditionnels, les ateliers de tissage du pagne baoulé, ainsi que les vastes plantations et paysages de savane verdoyante qui caractérisent cette partie du pays. Di-Riverloge, c'est un havre de paix situé en plein cœur de la Côte d'Ivoire. C'est un havre de paix. C'est une réserve de 41 000 hectares où les efforts de conservation sur de longues années ont porté des fruits. Non seulement sur la faune et la flore, mais aussi sur le développement communautaire environnant. La particularité de cette réserve, c'est que c'est une réserve d'initiative privée. Donc, en 1999, mon père avait cherché un lieu où il voulait créer sa réserve, ayant été lui-même scout par le passé, ayant eu beaucoup d'apprentissages familiaux au niveau de la brousse, avec les oncles, la famille. C'était vraiment, notre famille, aller en brousse, c'est le moment où on se retrouve. C'est le moment où on partage des choses autour d'un feu, on mange un petit truc, et on est là, on est en brousse. Et mon père a voulu recréer
ce qu'il avait vécu. Il a voulu recréer son rêve d'enfance. Et à cet effet, il a cherché cette réserve et il l'a créée. L'activité première de base, c'est de venir découvrir la nature, indépendamment de tout. Et indépendamment de tout, c'est même si vous avez quelques bribes de réseau, c'est de vous déconnecter de tout ce qui est urbain, de tout ce qui est bruit et tout ce qui est nuisance. Alors, quand vous venez au Nzi, c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième, nous avons les safaris jeep, nous avons des safaris à vélo, nous avons des safaris à cheval, nous avons des marches découvertes de faune et de flore. Il s'appelle Goliath. C'est un cadeau que le président sud-africain avait fait à Houphouët-Boigny. Donc ils étaient 4. Malheureusement, la réserve d'Abou Kwame Krou a été détruite. Il s'est retrouvé en cavale avec les 3 autres dans la zone de Dimokrou. Ils ont abattu les 3 et il est resté le seul. Donc l'État nous l'a fait venir ici pour qu'on puisse le protéger et en attendant qu'on lui trouve 1 ou 2 femelles pour assurer sa descendance. C'est un rhino blanc. C'est une espèce qui est très rare par rapport au noir. Et en Afrique de l'Ouest, ici, il n'y en a pas beaucoup. Grâce à son riche patrimoine culturel, son potentiel agricole, ses infrastructures modernes et sa position stratégique au centre du pays, la région du Béké s'affirme aujourd'hui comme l'un des moteurs du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Cette vaste région du Béké n'a pas fini de nous surprendre. À présent, direction Tanou-Sakassou, à quelques kilomètres de Bouaké, où un savoir-faire ancestral continue de vivre entre les mains de femmes passionnées. Nous vous les faisons rencontrer dans notre City Tour. Là, j'ai en train de faire la finition de la peau. Ça, c'est une soupière que je suis en train de faire. Voilà. Ça, c'est avant. C'est ce que nous, on utilise au village. On prépare dedans. Tout ce qu'on veut faire, c'est avec ça qu'on fait. On prépare, on fait tout. Ça me plaît parce que c'est un travail qui a fait que actuellement je vois ma vie dedans. Donc, et puis avoir les gens venir voir ce qu'on est en train de faire, en tout cas ça me fait plaisir. Yao Akissi Hélène est potière à Tanou-Sakassou, un village de près de 2000 habitants situé à une dizaine de kilomètres de Bouaké, réputé depuis 1972 pour l'excellence de sa poterie. Depuis 40 ans, ses mains façonnent l'argile qu'elle transforme en objets de décoration, pots de fleurs et ustensiles de cuisine. Dans ce village, de nombreux autres artisans modèlent l'argile avec un savoir-faire unique. Il y en a plein. Chaque dimanche, il y a des touristes qui passent. À chaque instant, du lundi au samedi, même dimanche, il y a des touristes qui viennent ici. Donc c'est là qui fait que le nom de Tanou-Sakassou est inscrit dans vos registres là-bas au tourisme. Cet argile, une fois au village, on va faire sécher. Voilà, donc on va étendre sur des bâches comme ça ou même le soleil dehors. Et quand c'est sec, alors il va falloir piler. On pile dans des mortiers, voilà, comme cela se présente là devant nous, des mortiers ici, voilà, comme ça, et au pilon, pour obtenir de la poudre d'argile. Cette poudre d'argile-là est toujours constituée de grains de cailloux, souvent des racines d'arbres, dont il faut se débarrasser pour pouvoir travailler aisément.
Donc, on va prendre des tamis, on va tamiser, comme je le dis, et puis sortir tout ce qui est débris, tout ce qui est grains de cailloux qui pourraient blesser le doigt pendant le travail. Alors, on va obtenir de la poudre fine d'argile qu'on va stocker dans des sacs ou encore dans des bassines. Et là, on va commencer à mouiller. Quand ça est dans une bassine, on y ajoute de l'eau et on va commencer à malaxer, faire comme si on pétrissait de la farine pour obtenir des boules d'argile. Ces boules d'argile, une fois obtenues, on va les garder dans des plastiques parce que les mettre à découvert, les mettre au gré du vent, ça va faire sécher ces boules-là et on ne pourra pas l'utiliser pour travailler. Donc, on a une sorte de pâte à modeler qui se trouve devant nous qu'on va utiliser sur nos tours là, commencer à monter les pots qu'on veut. Quand on a monté le pot, il va falloir lisser pour évoluer. Cette étape-là, qui va consister à lisser la surface et à racler l'intérieur pour donner un poids à la pièce, on appelle la finition. Après la finition, on va passer à la décoration. Voilà. Donc quand on a fait la finition, c'est comme un tableau qu'on a devant nous qui est lisse. Alors l'artisan doit apporter les motifs qui, selon lui, vont aller, qui doivent cadrer avec le pot afin qu'on ait un joli pot fini devant nous. Alors, comme je disais, c'est l'étape de la décoration. Donc, après le montage, on fait la finition. Après la finition, on va passer à la décoration. Donc c'est avec des baguettes qu'on fait. Généralement, ça va dépendre des outils. Ça va dépendre aussi de ce qu'on veut sur la poterie comme finition, comme décor. Voilà, parce que chaque artisan va exprimer un peu ce qu'il entoure, sa valeur culturelle, en fait, c'est sa culture à proprement parler sur la poterie. Voilà, donc après l'étape de la décoration, on va laisser le pot dans la salle et ça va sécher tout doucement. Ça va sécher avec l'aération de la salle. Cela peut prendre, ça va de 4 à 10 jours. En 4 jours, pour avoir des pots, des petits plats qui peuvent sécher. Cependant, il y a des gros pots qui vont servir à planter des fleurs et autres, qui vont prendre 10 jours, voire 2 semaines pour sécher. Voilà, parce qu'on ne met pas au soleil. Il ne faut pas précipiter le séchage parce que ça va craquer si vous le faites. Il faut mettre dans la salle là-bas. Et dans la salle, ça va sécher avec la température ambiante. Finalement, quand c'est sec, il va falloir polir avant d'aller au four. C'est l'entrée par laquelle on fait entrer la poterie. Toutes les poteries finies dans la salle là-bas, qui doivent passer au four pour cuisson, doivent entrer ici pour qu'on puisse les placer dans le four. Donc tout l'espace ici est dédié aux pots qui doivent être cuits. Une fois remplis, on va monter ici, c'est un mur, ces briques qui sont là, voilà, on va les utiliser pour monter un mur ici. Ce mur est constitué de briques et de débris d'argile qu'on avait précédemment rejetés. On va prendre comme joint et finir par monter le mur ici. Finalement, vous verrez un tour rond et là, la cuisson peut commencer. Donc, le mur étant monté ici, les pots sont déjà à l'intérieur et le feu, les 3 foyers seront allumés de manière simultanée. Et progressivement, on va pousser jusqu'à réchauffer l'intérieur de la poterie et du four, pardon. Voilà, on va réchauffer l'intérieur du four et finalement, on va monter en température de façon progressive. 8 heures. C'est le temps que les poteries passent dans le four artisanal au cœur de la fabrique. L'intensité du feu augmente progressivement. Les créations prennent alors une couleur rouge brique, synonyme d'une cuisson parfaite. Une deuxième cuisson est ensuite réalisée. Celle-ci permet de donner aux poteries leur teinte noire cuivrée, une couleur caractéristique des créations des artisans de Tanou Sakassou. Pour qu'une œuvre atteigne la perfection et quitte les mains des artisans, il faut près d'1 mois de travail minutieux. Voilà, donc ici, pour la page finale, c'est notre salle d'exposition vente. Voilà. Après, on va travailler là-bas. On va mettre les pots ici pour les vendre, proposer aux clients. Donc ici, ils peuvent en acheter. Voilà, donc c'est comme ça qu'on dispose. Les petites sont juste sur les étagères, à droite ici, et les plus grosses sont à gauche, sur les pavés. Donc voilà, comme nous avons séparé un peu la présentation pour que les choses soient mieux vues et que chaque client puisse vraiment dénicher la pièce qui lui convient afin qu'elle ne répète pas bredouille. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait de disposer pour que la chose soit mieux vue. Donc c'est notre salle d'exposition que vous pouvez voir, vous pouvez contempler, voir tout ce que... Voilà, donc nous sommes déjà à partir de 1000 francs le prix le plus bas.
Et on monte jusqu'à 150 000 francs les plus élevés. Argile façonnée, cuite et sublimée, voilà tout un pan du patrimoine baoulé qui se transmet à Tanou Sakassou. Dans notre prochaine rubrique, nous avons voulu savoir ce que les habitants du Béké connaissent vraiment de leur propre région. Petit quiz surprise dans l'interview express. Est-ce que Fulgence peut me citer les 4 départements de la région du Béké? Bon, il y a Boaké, et voilà. Dis au moins un bisou. Boaké, Katiola. C'est-à-dire les villes qui entourent Béké, c'est ça? Oui, les 4 départements de Béké. Bon, ici c'est Botro. Hein. On a Bodokro tout juste. Et vers ici, il y a Diabo. Il y a aussi Sakassou. Et de l'autre côté, on peut trouver Borogo, Bayakro, tout ceci. Béoumi, Sakassou, Boaké, Botro. Il y a Béoumi, il y a Botro. Et il y a Sakassou. Et puis Bourbo. D'accord, ok. Maintenant, j'ai une deuxième question. Oui. Est-ce que je peux me raconter l'histoire de la reine Ablapoko? Bon, moi, je ne maîtrise pas l'histoire de la reine Ablapoko. Parce que, vraiment, mais tu connais quoi dessus? Au moins, tu la connais, non? Non, non. Ah, tu vas parler d'elle? Bon, j'attends parler d'elle. Parce que quand la reine Ablapoko venait en Côte d'Ivoire, sont passés par, comment on appelle, sur le fleuve. Voilà, là, je sais ça un peu. Voilà. Dis-moi un peu ce que tu sais sur la reine Ablapoko. Tu connais Ablapoko, non? Si. Ablapoko, c'est qui? C'est une femme. Ça, c'est difficile pour nous. Ça, il faut les grandes personnes. Mais qu'est-ce que vous savez sur Ablapoko? Bon, Ablapoko, l'histoire nous dit que Ablapoko a sacrifié son neveu ou son fils. Voilà, et les Baoulés ont traversé le fleuve. C'est ce que je connais. Entre bonnes réponses assurées et approximations, cet exercice nous en aura appris un peu plus sur le rapport des populations à leur histoire. Justement, s'il y a un symbole qui incarne grandement cette histoire, c'est bien le Goli. Une danse, un masque, une légende que nous avons voulu vous faire découvrir dans le City Plus. Le Goli, c'est notre patrimoine. C'est venu depuis les années 1800. Nos grands-parents sont allés cueillir cette façon de faire, sinon ce produit-là, auprès des Ouans qui sont à Kodaïri dans les années 1800. Et depuis ces années-là, nous sommes avec le Goli qui nous a fait vraiment du bien. Pour une première sortie, c'est en 1979, on est allé aux funérailles de notre chef au canton de Peuple-Sa, Ndiébono. Et c'est là-bas que la découverte même a été grande. Depuis cette date de 1979, on a participé à plusieurs déroulements de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire. Et même on est allé à Amman, dans le pays des montagnes, où s'est passé des festivals et donc on a eu à participer à tout ça. C'est donc en 1979 que le Goli s'est révélé à la Côte d'Ivoire et au monde. Dès lors, cette danse traditionnelle devient un véritable marqueur culturel.
notamment à Bandé Kwasikro, dans la région du Béquet. Le Goli est une danse de réjouissance. Hein? De réjouissance, c'est-à-dire que le Goli est une danse qui rassemble toutes les communautés. De l'autre côté, c'est une danse, autrement dit, sacrée. Je dis sacrée parce qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Je dirais que c'est vraiment sacré. Pourquoi? Parce que à des situations compliquées, le Goli décante dans le bois sacré. Quand on fait les rituels, ça décante. Masque danseur et sacré, le Goli apparaît lors des cérémonies spéciales, comme les obsèques d'un chef ou d'un initié. C'est au son du corps qu'il fait son apparition. Le souffleur communique directement avec lui à travers des sonorités particulières. Autour du Goli, on retrouve aussi des percussionnistes qui l'accompagnent avec de grosses calebasses recouvertes de kori appelées toa. Ils mettent ainsi en rythme les pas de danse du masque. Oui, effectivement, le Goli a plusieurs masques. Mais tous ces masques ne sont pas à présenter. Il y a seulement que 4 à 5 masques qui peuvent se présenter. C'est-à-dire qu'il y a 2 gros masques, 2 petits masques et une reine. Et cette reine-là qui sort que 7 fois, qui sort une fois chaque 7 ans. Voilà. Elle ne sort pas parce qu'il faut sortir. Elle doit sortir quand un initié meurt. Là, d'accord. Sinon, s'il n'y a pas de mort, un initié n'est pas mort et que cette reine doit sortir, il va falloir 7 ans après. Tous ces masques ont un rôle. Tout un masque a un rôle parce que le rôle, c'est-à-dire le grand masque qui porte le nom de Goli-Goulin. Le Goli-Goulin est le Goli mâle qui aujourd'hui coiffe tout ce qui est dans le cadre du Goli. C'est le Goli-Goulin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une famille, un homme et une femme, quel que soit le rang social de la femme, c'est l'homme qui aujourd'hui domine tout. Donc c'est ce que représente aujourd'hui le Goli-Goulin. Et maintenant, il y a le Goli-Kple-Kple. C'est ceux qui sont sortis dernièrement. Les 2 qui sont sortis dernièrement, il y a un mâle et une femelle. Même le Goli-Goulin, il y a un mâle et une femelle tout le temps. Parce que le Goli même, dans la logique, quand le Goli se présente comme ça, un village doit se présenter pour danser. Sinon, 2 villages ne peuvent jamais se confronter. Parce que s'il y a confrontation, ça donne masse. Donc ce qui fait que, plus souvent, il n'y a jamais eu de confrontation de village en village. Et les ancêtres ont mûri cette idée de présenter à chaque fois un mâle et une femelle. Pour, disons, simplifier l'atmosphère. Voilà. Je vois, il y a le Goli-Goulin, le Goli-Kple-Kple et puis le Kman. C'est le Kman qui est la reine. Mais derrière le spectacle se cache une importante dimension sacrée. Pour devenir danseur du Goli, il faut être âgé d'au moins 18 ans et passer par une initiation dont les rites restent secrets. Une fois initiés, les membres doivent également respecter plusieurs interdits liés à sa pratique. Pour les habitants de Bandé Kwasikro, le Goli est bien plus qu'une danse. Il occupe une place dans la vie de la communauté et certaines croyances lui attribuent notamment des pouvoirs de guérison ou encore la capacité de favoriser le retour de la pluie. Nous qui sommes
des pratiquants, le Goli nous fait du bien. Parce que avec le Goli, il y a en théorie même de la danse, le Goli guérit. Et dans le bois sacré, il y a des gens qui tombent malades. On n'arrive même pas à les soigner à l'hôpital. Mais une fois on les a mis là-bas, il y a des produits, il y a des feuilles qu'on leur fait faire et ceux-là reviennent à la vie. Ça existe encore jusqu'à présent. Cas de perte, au cas où il n'y a pas de pluie, dans les moments où il y a la sécheresse, il n'y a pas de pluie, il y a des cantiques que nous faisons et qui font que la pluie nous vienne et avec ça on fait nos cultures. Le Goli n'est pas une danse parce que c'est une danse, mais c'est dans le fond du Goli, il y a plusieurs privilèges qu'on tire. Et le Goli continue de fasciner bien au-delà des frontières du Békay, une région qui vit aussi grâce à l'action de ses institutions. Nous avons donc suivi M. Jacques Assaoré Conan, président du conseil régional, lors d'une tournée qui l'a conduit au plus près des populations. C'est tout de suite dans le City Meet. Matinale, le président du conseil régional du Békay, M. Jacques Assaoré Conan, est prêt pour sa première journée de tournée à travers les villages du département de Béoumi, dont il est lui-même originaire. C'est un grand jour parce que je vais faire la remise d'ouvrages construits pour nos populations de Békay. Bien, allez, on y va pour Béoumi. Avant de se rendre dans les 4 villages du jour, le président effectue d'abord un arrêt à la préfecture de Béoumi pour présenter ses civilités au préfet et au chef de canton. Ce matin, nous avons décidé de remettre une partie des ouvrages que nous avons construits depuis que nous sommes là. Ça fait 160 ouvrages, infrastructures que nous avons construites. J'avoue que c'est une grosse performance, 160 ouvrages et infrastructures en 3 ans. Donc nous allons aujourd'hui dans le département de Béoumi pour remettre les ouvrages construits dans ce département. En sachant bien sûr que dans les autres départements, les vice-présidents et les conseillers ont fait la remise. Il s'agit de passer dans chaque village, dans 4 villages ce matin, et demain nous allons visiter 4 villages et leur remettre les infrastructures que nous avons réalisées. Il s'agit d'écoles que nous avons construites ou réhabilitées, de centres de santé également que nous avons construites ou réhabilités, de points d'eau, de forage que nous avons réalisés ou d'infrastructures routières que nous avons également réalisées. Mais le premier arrêt sera la remise de l'école primaire de Tiessou à Mouenkoro, c'est dans le département de Béoumi. Mais l'escale, nous allons rendre nos civilités au premier responsable du département qui est le préfet. Ensuite, nous allons faire nos civilités au chef de canton, qui est une autorité morale de la ville, avant d'entamer le programme proprement dit. Nous sommes à la préfecture de Béoumi. Nous venons rendre des civilités à M. le préfet du département, avant d'entamer nos visites proprement dites. Le développement, c'est comme la marche. Tant qu'on n'a pas fini de marcher, on ne finit pas de balancer les bras. Mais le peu qu'on a pu faire, il faut qu'on le montre à la population. On a réparti les tâches, les conseillers se sont répartis les départements. Mais j'ai décidé de venir moi-même à Béoumi pour saluer mon papa, pour lui dire que je suis content de la collaboration que nous avons. En tout cas, merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le ministre, pour l'honneur qu'il nous a fait. Merci beaucoup. Après la présentation du programme aux autorités départementales, c'est le départ au pas de course pour une première journée de visite de 4 villages. Ce genre de visite est important parce que nous devons être en contact avec nos populations, nous rendre compte de leurs conditions de vie
des réalités sociales de nos populations. Donc, le fait de les visiter, c'est déjà c'est quelque chose de positif. Deuxièmement, nous avons réalisé des projets. On a été élus sur la base de promesses d'investissement que nous avons faites. Donc, c'est l'occasion de retourner vers nos parents pour leur dire « vous nous avez fait confiance ». On a réalisé un certain nombre d'infrastructures. Nous sommes venus pour les remettre. C'est un pacte de confiance que nous allons sceller avec nos parents. Cap sur Tiessou à Moincro, où se fait la remise d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe, puis sur Mandanou, où le conseil régional offre un logement de 3 pièces aux enseignants de l'EPP. Ensuite, retour dans la ville de Béoumi pour la remise du centre d'imagerie médicale de l'hôpital général. Et enfin, dernier arrêt à Nguessankro, où le collège moderne est officiellement inauguré. Bien, bonjour. Eh bien, on reprend du service. Ce matin, nous sommes dans la sous-préfecture de Kondrobo pour la remise des ouvrages. On y va. Deuxième journée de visite pour le président Jacques Assaoré Conan. Direction donc la sous-préfecture de Kondrobo, où le premier arrêt se fait au village de Kokoflé, pour l'inauguration d'une école totalement équipée. Nous sommes à Kokoflé pour la remise d'une école. Cette école était une école paillote. On a été saisi et on l'a construite toute neuve. Nous allons la remettre aux populations aujourd'hui. Merci. Merci, on va applaudir le président du conseil régional pour son allocution. Seconde étape de la journée, le village même de Kondrobo, chef-lieu et sous-préfecture où plusieurs actions sont prévues. Entre autres, l'inauguration d'une pompe hydraulique villageoise. Voilà. La remise d'un logement pour les sages-femmes de la maternité et un don d'équipement pour la salle d'accouchement. Après Kondrobo, direction Totokro pour la remise officielle de matériel médical au dispensaire. Et nous arrivons à la dernière étape de la tournée de M. Jacques Assaoré Conan, le village de Kandé-Rousset où se tient l'inauguration d'une école de 3 salles de classe et le don d'un logement pour les enseignants de l'école. Ce furent 2 journées intenses et riches en dons à travers le département de Béoumi. M. Jacques Assaoré Conan a tenu à faire lui-même le déplacement pour communier directement avec les populations et ainsi marquer l'implication du conseil régional du Béquet dans l'amélioration de leur quotidien et leur bien-être. Une immersion qui témoigne d'un engagement de terrain assumé. Nous avons prolongé les échanges avec le président Assaoré Conan qui revient pour vous sur le rôle du conseil régional et les actions menées au service du Béquet, toujours dans le City Meet. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Jacques Assaoré. Bonjour Conan. Madame. Oui. Bonjour Madame. Merci à vous de nous recevoir. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Donc aujourd'hui, vous nous recevez en tant que président du conseil régional de Béquet. Nous sommes très heureux d'être ici. Et pour débuter, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'homme derrière la fonction. Je suis fils de paysan, de ménagère, qui a failli ne pas aller à l'école, mais qui, par la grâce, par pure grâce de Dieu, a pu aller à l'école, à la mission catholique de Saint-Fra. Saint-Fra, c'est dans la région de... Oui, c'est un département, Saint-Fra, c'est un département. Et qui a fait son cycle secondaire au lycée moderne de Boisflé, qui a eu son bac en 82 et qui est allé à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Qui s'est inscrit en fac de droit, qui a fait une maîtrise en droit public et qui, à la suite de ses études universitaires,
a intégré la prestigieuse École nationale d'administration, option trésor public. D'accord. Voilà. La suite, vous la connaissez. Très bien. Alors justement, vous avez travaillé plus de 30 ans au Trésor public et vous avez passé 7 années à la tête de ce Trésor public. Qu'est-ce que ces 7 années vous ont apprises et surtout comment est-ce que cela vous sert aujourd'hui dans vos fonctions de président du Conseil régional de Béké? J'ai passé au total 33 ans au Trésor public, dont 7 ans comme directeur général du Trésor public. C'est une administration formidable. Alors, le Trésor public, c'est une administration innovante. Et ce que cette administration m'a apporté, c'est la planification, le suivi et l'évaluation. D'accord. J'ai appris au Trésor public que pour toute action administrative, il faut planifier. Quand vous avez planifié, il faut faire le suivi, évaluer et réorienter l'action. La roue de Deming, c'est un peu dans cette dynamique. Il faut programmer, il faut exécuter, il faut évaluer, il faut réorienter l'action. Et ça, aucune administration aujourd'hui ne peut fonctionner en dehors de ces schémas. Parce que c'est ce schéma qui permet à toutes les administrations d'atteindre les objectifs. Et dans toutes les administrations où je suis passé, c'est ce que j'ai appliqué. Et surtout à la présidence du Conseil régional. Et surtout à la présidence du Conseil. Ils sont là, mes responsables. Je leur ai demandé, il faut qu'on ait un document de planification que nous avons sollicité du CNTIG, qui nous a élaboré un document de planification que nous exécutons, que nous allons évaluer et que nous allons surtout réorienter en fonction des résultats de terrain. Très bien. Nous en venons donc à aujourd'hui, à votre présidence de ce conseil régional de Béké. Quelles sont vos principales missions au sein de ce conseil? Je voudrais dire d'entrée que j'ai tenu à saluer son Excellence Monsieur le Président de la République de m'avoir fait confiance pour briguer ce poste de président du conseil régional. Le conseil régional, c'est le prolongement du gouvernement. Le rôle du conseil régional, c'est de réaliser des investissements. Réaliser des investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine des adductions d'eau, et surtout aussi de prendre en compte les préoccupations sociales des populations de la région. Et c'est ce travail que nous nous attelons à faire depuis 2023 que nous sommes à la tête de ce conseil. Très bien. Et donc vous, en tant que président, vous vous assurez que ce budget soit correctement réparti et que les différentes actions prévues soient bien menées. C'est bien ça. Nous nous assurons que dans les 4 départements que nous avons sous notre responsabilité, toutes les infrastructures que nous avons citées tout à l'heure sont gérées équitablement. Qu'il n'y a pas de retard dans la construction d'écoles dans un département, que nous nous assurons que les centres de santé sont à niveau, nous nous assurons que les questions d'infrastructures routières sont traitées efficacement. Nous nous assurons que notre population a droit à de l'eau potable, parce que c'est une de nos premières priorités. D'accord. Quel bilan vous tirez des infrastructures déjà livrées sur les 160 annoncées par le Conseil? Donc on a des écoles, des centres d'imagerie médicale, des logements pour enseignants, des pompes villageoises répartis sur les 4 départements de Béké. Quel bilan vous tirez aujourd'hui? Nous avons, avec les équipes, fait le point. Il y a certains départements qui étaient plus en retard que d'autres. Et donc, nous avons essayé de faire une programmation qui tient compte de ce constat. Et nous avons programmé, mais nous avons identifié les priorités des populations. La première priorité, c'était les questions d'adduction d'eau.
Et c'est une priorité nationale, je peux dire, puisqu'aujourd'hui, la question d'approvisionnement en eau potable se pose au niveau national. Donc, nous avons décidé de faire de l'année 2026, notamment cette année, l'année de l'adduction d'eau. Donc, nous avons élaboré un programme qui programme plusieurs forages dans les villages. Les écoles, nous avons encore des écoles boutiques. Dire encore que c'est des écoles boutiques, je pense que c'est élogieux. Mais c'est des écoles qui ne sont pas d'écoles de nom. Voilà. Donc, il fallait rattraper ce gap d'infrastructure en programmant la construction de ces écoles. Les centres de santé aussi, c'était une vraie préoccupation pour nos populations. Il y a des centres de santé qui avaient été construits, mais qui étaient en déficit d'équipement. Il fallait corriger cet état de fait. Les infrastructures routières également étaient en déphasage avec ce que nous étions en droit d'attendre. Là aussi, nous avons fait un programme pour pouvoir reprofiler le maximum de voies. Mais notre priorité première, c'était la question d'adduction d'eau. D'accord. Toujours sur les infrastructures et sur les actions du Conseil, sur quel secteur portent les priorités de votre prochain programme triennal qui est 2027-2029? Sans hésiter, déjà sur le programme en cours, oui. Notre priorité, c'est l'eau. Il faut qu'on donne de l'eau à nos populations. Sur celui à venir, notre priorité va toujours être l'eau. Jusqu'à ce que toutes les populations du Gbeke, les 1 320 000 habitants de ce territoire, aient de l'eau en abondance et en qualité. Et quel sera le budget de ce programme triennal 2027-2029? Le prochain programme triennal va culminer à 15 milliards 100. 15 milliards 100, dont 14 milliards 8 pour les investissements et 300 millions pour les actions. Les actions, c'est tout ce qui est soutien aux populations. Alors, un nouveau siège est prévu, un nouveau siège du Conseil régional est prévu. La date de livraison, à peu près? D'abord, le siège, c'est l'âme. C'est comme une maison pour un individu. Si vous n'avez pas une maison digne de ce nom, votre âme n'est pas abritée. Et pour le Conseil régional, nous voulons qu'on ait un siège digne de ce nom, digne du Gbeke. Et donc, nous avons entrepris de construire un siège de ce standing-là. Les travaux ont démarré. D'accord. Nous nous donnons 2 ans à la fin de notre mandat, jusqu'à la fin de notre mandat, premier mandat, pour la livraison. Et c'est ce que nous avons convenu avec l'opérateur. D'accord. Parlons un peu de culture, Monsieur le Président du Conseil. Pourquoi avoir choisi de relancer les journées culturelles du Gbeke? Alors, nous n'avons pas relancé les journées culturelles. Vous savez que Bouaké, le Gbeke de façon globale et Bouaké de façon spécifique est une ville culturelle et sportive. Oui. A toujours été une ville culturelle et sportive. Notamment avec le centre culturel Jakaka. Avec le centre culturel Jakaka. Oui. Et avec les nombreuses équipes sportives qu'il y a eu dans cette ville. Mais au plan culturel, le carnaval de Bouaké, peut-être que vous êtes un peu jeune, vous n'avez pas vécu ce moment particulier qui drainait beaucoup de gens dans le Gbeke. Aujourd'hui, le carnaval de Bouaké, je dis pas qu'il n'existe plus, mais bat un peu de l'aile. Et moi, par rapport à mon origine que j'ai tracée tout à l'heure, la culture est fondamentale. Et j'ai voulu créer ce festival que j'ai intitulé Racines vivantes. Racines vivantes, je l'ai dit, un peuple sans racines est un peuple sans avenir. Un individu sans racines est un individu sans avenir. La racine, c'est ce qui forme, c'est le socle de notre existence. On a constaté qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ne parlent pas leur langue, ne connaissent pas leur culture.
Et nous avons voulu corriger cela à travers ce festival. Alors, en parlant justement d'héritage, quelle vision vous avez pour le développement harmonieux et équilibré des 4 départements qui composent la région du Béké? Quelle est votre vision et quel est votre souhait le plus profond, je dirais? Voilà, mon souhait le plus profond, c'est que, vous savez, le Béké, ou alors avec sa capitale régionale, c'est la 2e ville de notre pays. Après Abidjan, c'est le Béké. À un moment donné, compte tenu du contexte, de la crise que nous avons connue et tout ça, le Béké a baissé en termes d'attrait. Je veux que le Béké, quand on parle de 2e ville, que ce soit véritablement la 2e ville, en termes d'infrastructure, en termes d'attrait touristique, en termes d'attrait économique, en termes d'infrastructures sanitaires, en termes d'infrastructures routières. Dieu merci, grâce au président de la République, cette place n'est pas totalement perdue. Mais nous, en tant que conseil régional, nous devons soutenir le gouvernement, nous devons soutenir l'État pour que Béké ne perde jamais cette place de 2e pôle de développement économique de notre pays. C'est ça mon ambition. Très bien. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Je voudrais remercier CITIMAG pour cette opportunité qu'elle me donne de parler de la région de Béké, une région qui compte beaucoup pour moi, qui compte beaucoup pour beaucoup d'Ivoiriens, parce que beaucoup d'Ivoiriens ont fréquenté, ont passé leur étude, leur vie scolaire et universitaire à Bouaké. Bouaké, c'est une capitale formidable et je voudrais qu'elle redevienne ce qu'elle a été par le passé. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Artisanat ancestral, mémoire vivante et gouvernance de proximité. La région du Béké nous aura livré un visage riche et pluriel ce soir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans CITIMAG. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.